De retour en compagnie de Cybèle Olivier, de Nick Payne. Alors, je pense qu'on a eu quelques réactions, Cybèle. Écoute, ce qui a fait réagir un petit peu plus les gens tantôt. Ah ouais, regarde, écoute, j'ai même pas eu le temps de rattraper, il y en a tellement. Je vais t'en lire une coupe en même temps, je vais les apprendre. Malheureusement, depuis très longtemps, il y a de la discrimination systémique. D'ailleurs, dans ma communauté italienne, on en fait l'objet aujourd'hui. On cherche à réconcilier. Est-ce qu'elle va mettre en place, donc Mme Soraya Martinez Serrada, un poste au racisme systémique fait aux Blancs? Donc, ça fait quoi ce qu'on disait tantôt, Nick, quand tu témoignais que le racisme existe à différents endroits à Montréal. Donc, elle parlait d'une communion. Est-ce que les manifestations devant la basilique de Notre-Dame, les prières de rue, elle en pense quoi de ça? C'est vrai que c'est un sujet qu'on aurait pu aborder. Et ça ressemble pas mal à ça, en fait, sur les commentaires. Pour l'instant, les questions qui rentrent. Je te dirais si j'en ai d'autres. Tantôt, on en avait un petit peu plus sur la question du e-sport. Oui. Fait que si tu veux, on pourra y revenir en temps et lieu, mais je te dirais si d'autres personnes commencent à commenter, mais du moins, elle va avoir beaucoup de choses à mettre au clair, Mme Soraya Martinez Serrada, avant l'élection, parce que pour l'instant, ce sont des idées plus ou moins raffinées ou pointues, prêtes à être portées au public, mais nous, notre public à Cube 187 Cube Radio, on en a des questions précises. Absolument, puis on la réinvitera certainement, parce qu'on aurait pu faire Bien encore beaucoup de temps. Là, on parlait beaucoup des inondations, évidemment, puis on a élargi sur plein d'autres sujets. Mais oui, elle est candidate à la mairie de Montréal, donc certainement qu'on pourra la réinviter puis qu'on abordera d'autres sujets d'actualité. Puis Nick, ça t'a fait réagir aussi? Ben oui, en fait, en t'écoutant avec elle, c'est une impression qui m'est venue que c'est vraiment quelqu'un qui, au-delà des effets de langage, est finalement dans la nuance par rapport à Projet Montréal, à maints égards, notamment le dernier qu'on a traité, là, les questions de diversité puis de voir du racisme partout et tout ça. Et, mais c'est quand même intéressant ce qu'elle a dit. Quand elle dit il y a 12 bureaux, ces fameux bureaux qui font toutes sortes de rapports. Oui, c'est ça. J'aurais aimé qu'elle me dise, on va enfin, sur les mais trucs ne nous a pas en dit, lien il faut avec la fermer tout ça. Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis moi, je pense qu'il y a à Montréal et chez les gens qui peuvent voter, là, il y en a une bonne part de la population qui est prête à entendre un discours pas mal plus en rupture avec l'idéologie des dernières années. Puis j'ai l'impression que pour le moment, ce n'est pas là que s'en va Mme Martinez Ferrada. Je ne vais pas me tromper dans son nom. Madame, c'est ça, Martinez Ferrada, oui. Soraya de son prénom. Et parlons aussi, ce qui fait réagir énormément aussi, c'est quand on se transporte du côté d'Ottawa avec notre premier ministre du Canada, Mark Carney. Dans le pays voisin, oui. Pour toi, je sais que t'aimes ça dire ça. C'est surtout que tu vas nous dire aussi, on va s'intéresser au fait, est-ce que c'est un mirage tout ça? Parce que ça revient, on voit à quel point c'est compliqué avec Donald Trump, la question des tarifs, Hellbows, là, puis la technique, on va jouer Hellbows ça. up, oui. Finalement, c'est Hellbows up, je sais pas, là. On ne rentre pas grand monde dans la bande. Hellbows down, peut-être, ces temps-ci, là, je sais pas. On retourne au banc un peu la cuillère des gens. Ouais. Mais parce qu'on a voté, pour ceux qui l'ont fait, pour Mark Carney, en grande partie pour tenir tête à M. Trump, puis on pensait que ce banquier prestigieux, puissant, enfin, il fait partie du monde des puissants, allait nous donner des résultats probants là-dessus. Puis finalement, là, tranquillement, pas vite, plutôt vite que tranquillement, on revient à un constat qu'on pouvait tous faire, que plusieurs ont fait d'ailleurs au départ de tout cet épisode sur les tarifs, c'est que Trump, il en veut des tarifs. Même si, au-delà du fait que c'est une tactique de négociation pour lui, pour obtenir certaines choses, il reste qu'il croit à ça, lui, les tarifs. Il en veut, il va y en avoir. Et puis, quoi qu'on fasse, quel que soit le premier ministre canadien, ça va arriver. Et si jamais il y en a qui tombent... arguments de campagne, c'est ça? Tu voyais les... je voulais pas te couper, là, mais j'allais dire, entre les arguments pendant la campagne électorale, tu sais, où finalement, non, on a ça, on va réagir, tac, 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 et les réactions aussi de M. Carney au cours des derniers jours en laissant entendre que finalement... On est ailleurs. Il laisse entendre que ça risque d'être très compliqué d'échapper aux tarifs de Donald Trump. Il vient de le dire et j'aurais aimé ça, l'entendre dire ça pendant la campagne électorale et je suis convaincu qu'il le pensait déjà. Il a dit, là, c'est la nouvelle d'aujourd'hui ou d'hier, je pense que finalement, il va y avoir des tarifs, quelle que soit l'entente qu'on signe. Ah, tiens donc. J'aurais aimé que M. Carney nous dise ça plus tôt
plusieurs d'entre nous le pensions, mais il y en a d'autres qui ont voté pour lui en espérant qu'on se sorte de cette affaire-là par le haut. Puis finalement, ça va être plus compliqué que ça. Alors, oui, je pense qu'il y a eu une forme de mirage Carney qui risque de s'effriter, de pâlir rapidement, parce qu'on va bien voir là, que c'est plus compliqué que prévu et puis il va falloir y aller comme l'instinct nous permet de l'envisager, c'est-à-dire de développer des marchés ailleurs, puis de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a devant les États-Unis d'Amérique. Puis si Trump recule de façon significative sur les tarifs, ce sera dans la plupart des cas parce qu'il y aura eu des pressions à l'intérieur, venant de l'intérieur des États-Unis d'Amérique, pas d'ici. Nous ne sommes pas de taille. Peut-être de façon sectorielle, des fois, oui, mais globalement, c'est pas le Canada qui a le gros bout du bâton dans cette affaire-là. Puis ça va être intéressant de voir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette petite musique. Je sais pas si c'est une musique, mais j'ai comme l'impression que les Canadiens commencent à un peu s'y faire. C'est ça aussi, parce que tu parlais pendant la campagne, les arguments qu'on utilise. T'sais, les gens sont pas plus fous que d'autres. Hein. Ils se disent, bon, ben là, c'est la campagne électorale. J'y vais, je mets le paquet, j'annonce des trucs. La réalité, on verra bien. Et comme c'est mondial, ben comme on entend parler de ça tous les jours, il y a comme une fatalité, comme si on s'habitue. Il y a une anesthésie, là. Ouais, bon, ça va arriver, OK, puis on va s'adapter. Il y a du monde qui paie le prix, là, cela dit. Hein? Oui, mais des vrais emplois qui se perdent et puis des vrais secteurs de... C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce risque aussi de cette anesthésie. Oui, qu'on laisse aller ça. Mais encore une fois, est-ce que c'est... Alors, il faut éviter l'anesthésie, mais je pense qu'il va falloir adopter le pragmatisme, par exemple. Et puis, le rêve de ce Canada d'une seule économie qui se défend en tout patriotisme et qui triomphe de Goliath, tel un David valeureux, ça n'arrivera probablement pas. Ce qui, par ailleurs, soulève d'épineux problèmes pour, et là je traverse au Québec, pour Paul Saint-Pierre Plamondon et les indépendantistes québécois, parce qu'on le sait de tout temps, les arguments à saveur économique, pas toujours valides, soit dit en passant, des fois c'était des campagnes de peur, mais pèsent très lourd sur le débat entourant le statut politique du Québec, indépendance ou maintien dans le Canada. Puis là, je pense que c'est urgent pour Saint-Pierre Plamondon et ses troupes de mettre au point un discours qui va répondre à ces préoccupations-là. Comment un Québec souverain peut-il, lui, sinon mieux se défendre, en tout cas se défendre face à cette guerre tarifaire? Et puis, il y a des avenues. On peut tout à fait, pas plus fou que les autres, hein? Puis on ne sera pas non plus nécessairement moins fort que Carney, mais il faut que le Canada de Carney, mais donc il faut que les souverainistes se dépêchent d'avoir un discours là-dessus, sinon les chances de remporter ce fameux référendum d'un oui majoritaire vont s'amenuiser. Mais tu as raison de mentionner sur cet aspect économique. Ça a souvent été un peu l'arme des adversaires, des souverainistes, de se dire finalement que ce sont eux qui ont la solution puis que c'est eux qui protègent l'économie. Alors que, bon, l'argument, qu'est-ce que de plus ou moins, ça c'est parfois aussi à raison, oui. souvent à tort. Bien, c'est ça. C'est souvent du brassage de peur. Hein? Bien, ce qu'on voit, c'est que manifestement, puis tu l'as mentionné avec Carney, c'est pas si simple que ça non plus. Si tu as quelqu'un comme Donald Trump qui décide d'avoir une politique America First, qui est en train de changer la structure, c'est mondial, là, que lui, il a sa visée. Comment tu t'adaptes? On voit qu'il y a des pays aussi qui se regroupent d'un point de vue économique. Bon, l'Union européenne essaie de trouver des solutions. Tu as des ententes bilatérales aussi. Tu sais, la Grande-Bretagne a eu son entente bilatérale avec les États-Unis. Donc, effectivement, il y a des choses à faire. On entre dans une nouvelle ère. Ça ne veut pas dire que tout est perdu. C'est juste une reconfiguration. Une reconfiguration et ça réactive certaines peurs et certaines perspectives au Québec là, auxquelles les souverainistes doivent répondre là, s'ils veulent mener à bien leur projet. Évidemment. Absolument. Et parlons de cette... en fait, vous savez, on a parlé souvent de ces questions de bourse, de la discrimination positive. Vous me direz vraiment ce qu'il y a de positif. C'est un concept, la discrimination positive. On va dire, OK, il y a plus de personnes des communautés culturelles, plus de femmes, plus c'est ça. Mais jusqu'où, à un moment donné, on ne tombe pas tout simplement dans de la discrimination? Est-ce qu'on est rendu là depuis déjà un bon moment, puis on essaie encore de nous faire passer la pilule de la discrimination positive, ne serait-ce que pour des bourses? Est-ce qu'on n'est pas, au contraire, en train d'encourager une discrimination pure et simple envers d'autres groupes?
Tu voulais nous parler d'une publication qui t'a interpellé là-dessus. Oui, c'est presque une parodie. Alors, c'est le Consortium national de formation en santé. C'est un organisme paragouvernemental fédéral, je crois, ou en tout cas qui est lié de près au gouvernement fédéral, dont la mission est de former des gens dans le domaine de la santé pour donner des services en français au Canada hors Québec. Alors, c'est une question cruciale quand même, capitale, importante. C'est une mission qui est importante. Mais voilà que cet organisme propose une bourse pour la diversité. Ah ben oui, puis ceux qui nous écoutent sur cube.ca ou à la télé, pour ceux qui nous écoutent à la maison 99.5, là, je vais vous décrire un peu la publication. On voit, tu t'identifies à la diversité sexuelle et de genre 2 SLGBTQIA+, et tu veux étudier en santé en français, reçois jusqu'à 4 000 $ en bourse. Donc, en gros, le critère, c'est si tu fais partie de la diversité. Sexuelle. Et alors, oui. Ben, il y a d'autres aussi. Et pas que. Voilà, c'est ça, les Autochtones, les Métis. Racisés. Et lorsque tu vas voir les critères, alors si tu es Autochtone ou si tu es Métis, il faut que tu produises toute une série de documents que tu montes sur le papier. Mais lorsque tu t'identifies à la diversité sexuelle, ben le critère, c'est l'auto-identification. Et même aussi, je pense, pour autre chose personnes aussi. Racisées, voilà. C'est auto-identification aussi. Alors donc, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ben, il va y avoir des gens qui vont soudainement se sentir femmes s'ils sont des hommes et vice-versa, puis qui vont avoir 4 000 $. C'est un peu ridicule. Tu sais, c'est parce qu'on... Là, on arrive à des hauteurs qui nous confinent au ridicule. Tu sais, je comprends qu'on veut aider les gens de certaines minorités à se sentir inclus dans la société, mais des mesures comme celle-là, qui sont au fond des mesures de ce qu'on appelle pudiquement la discrimination positive, là, ben justement, discriminent plus qu'elles sont positives. Puis aussi pose une autre question, c'est est-ce que tout le monde est obligé de parler tout le temps de son orientation sexuelle, de la divulguer comme ça, ou de son identité de genre, ou que sais-je encore? Ça aussi, ça pose des questions. Et puis, je rappelle que le but de l'organisme, c'est de former des gens pour travailler en français auprès des clientèles francophones au Canada en santé. Il me semble que le premier objectif, ça ne devrait pas être de savoir si tu t'identifies comme homme ou comme femme, c'est si tu as des bonnes notes. Moi, je te donnerais une bourse si tu as l'air meilleur qu'un autre. Ou si tu as des difficultés même financières, mais que tu es impliqué dans ta communauté, tu allais dire, c'est belle. J'allais dire aussi, pourquoi il n'y a pas une certaine méritocratie à avoir des bourses comme ça? T'sais, pourquoi à l'école, c'est quand tu as des bonnes notes, quand tu travailles fort? Pourquoi il n'y a rien d'autre derrière ça pour obtenir cette bourse-là, pour se démarquer? Qu'est-ce que ça encourage, une bourse comme ça? Non, mais l'idée au départ, c'était, quand on revient à ces fameux programmes de diversité, c'était de dire, ben il y a eu une sous-représentation de certaines catégories dans des postes. Donc, on va faire du rattrapage et on va sélectionner des gens pour les encourager parce que c'est sous-représenté. Mais aujourd'hui, en 2025, au fond, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de personnes racisées, auto-identification, personnes s'identifiant à la diversité sexuelle et de genre, auto-identification. Si tu es un petit gars de Pointe-Saint-Charles ou de Hochelaga qui vient d'une famille qui a été, tu sais, ça a été compliqué, là. Tu sais, tes parents, il y avait peut-être des enjeux de pauvreté, de santé mentale. Pensée suicidaire, je sais pas. Mais de mieux difficile, tu es un jeune homme blanc, hétérosexuel. Tu veux aller dans ce type de programme, on te dit finalement, tu es blanc, tu es exclu, tu es hétérosexuel, tu es exclu, parce qu'on pourrait la rajouter. Donc, en fait, c'est totalement discriminatoire. Ça veut dire même c'est du racisme aussi. Tu sais, c'est plus... Ça part probablement d'une bonne intention initialement, mais il y a des gens, c'est comme on évacue je pense, là, on évacue l'aspect social aussi. Le milieu social, ça, c'est évacué. C'est comme si c'est une discrimination. On doit fermer les yeux sur ces discriminations-là. Tellement. Oui, puis c'est une politique qui fait le pari que les gens qui sont d'identité de genre, par exemple, différentes, sont systématiquement désavantagés dans la société pour accéder à des programmes comme ceux-là. Mais comme tu viens de le dire, Karima, tu peux aussi être désavantagé parce que tu viens d'un milieu très pauvre, très difficile, avec de la violence ou je sais pas. Mais toi, ben tant pis pour toi parce que t'as pas la bonne... t'es pas dans l'air du temps sur le genre ou t'as pas la bonne couleur de peau, là, parce que là, il y a encore une fois la question des degrés de teinte de l'épiderme qui viennent jouer ici. Bien, merci, Nick Payne. Et puis, Cybèle Olivier, si les gens ont des commentaires, je vous invite à nous écrire.